Et bienvenue vendredi 13 novembre pour votre plus grand malheur, le retour d'Histoire de passer de temps sur choc.ca. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce que vous vous souvenez peut-être qu'avant la pandémie, une émission a mystérieusement disparu et donc on commence une petite session de rattrapage avec Daniel Lemire ici présent qui va nous reparler du coup de l'art de la guerre de Sun Tzu. Bonjour Daniel. Bonjour Elliot. Alors oui, aujourd'hui je viens vous parler d'un livre que vous avez probablement vu plusieurs fois dans votre vie quand vous rentrez dans une librairie. C'est un livre à 3-4$ proche du point de vente. Je vous recommande d'ailleurs pas cette version-là, je vais peut-être pouvoir en parler plus loin. Si vous allez plus loin d'ailleurs dans la librairie, vous allez même trouver des variations un peu particulières ou un peu plus spécialisées de ce texte-là lors de la guerre et l'économie lors de la guerre et la politique. Et si vous faites comme moi une recherche sur Internet, vous allez tomber sur des choses complètement ridicules comme lors de la guerre et les enfants, lors de la guerre et la diète. En somme, c'est un texte qui est analysé, interprété par plein de personnes. Et mon objectif, c'est un petit peu de remettre tout ça en contexte. Eh ben, on va écouter ça avec attention. Ouais. En deuxième chronique, Jonathan Duchesne reviendra nous parler de la suite de son mémoire sur la communauté irlandaise de Montréal au 19e siècle. Et en troisième partie, Amélie Barsalou reviendra refaire une chronique à l'émission et nous parler des femmes dans la Révolution russe de 1917. Mais tout de suite, Daniel, parle-nous de Sun Tzu. Oui, alors, première chose avec l'art de la guerre, c'est bien entendu qui est Sun Tzu. Alors, ça pourrait sembler être une question simple, mais pour ceux qui ont fait de l'histoire, vous savez que c'est rien et jamais simple dans la vie. Donc, en premier lieu, dans la tradition chinoise, beaucoup de gens pensaient que c'était Sun Wu, qui aurait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que son passé militaire était peu reluisant. Alors, beaucoup de gens ont hypothétisé que ce serait peut-être son descendant, Sun Bin, qui aurait vécu au 4e siècle. Le problème, c'est qu'autour de 1972, un nouveau manuscrit aurait été découvert, en fait 2 manuscrits. Premièrement, une nouvelle version de l'art de la guerre, ainsi qu'un texte écrit par Sun Bin. Alors là, ça divisait un peu les historiens. Et l'opinion maintenant dominante, c'est qu'en fait, Sun Tzu, ce n'est pas une personne. Et c'est probablement un peu comme Homère, dans la tradition grecque. On sait qu'Homère, ce n'est pas seulement un auteur. Donc, ce serait la même chose pour Sun Tzu. Ça serait donc le produit d'une longue tradition orale et écrite qui se serait terminée avec l'œuvre qu'on a présentement. En gros, c'est une compilation de plusieurs traditions ensemble qui ont été réunies à la fin par écrit par un scribe inconnu à qui on a donné le nom Sun Tzu ou au contraire le premier ce serait peut-être Sun Wu à qui on attribue ce nom-là parce qu'il faut comprendre que Sun Tzu en fait c'est maître Sun. Donc Sun ça peut être n'importe qui dans le clan Sun. Donc ça peut être un peu compliqué. Maintenant, en ce qui concerne la période, on peut un peu plus préciser, peu importe qui était l'auteur, c'est dans ce qu'on appelle la deuxième partie de la dynastie des Zhou, qui a régné entre à peu près le 8e siècle au 2e siècle, 3e siècle en fait avant Jésus-Christ, et qui est caractérisé par un effritement du pouvoir de l'empereur. Donc, c'est un système qui est féodal, donc l'empereur maintient des liens qui sont purement personnels, si on peut dire, avec ses vassaux, et tranquillement, ça s'effondre. Généralement, on divise cette période-là en 2. Donc, on a la période des printemps et des automnes, qui va de 771 à 481, qui est une période qui est, donc, il y a à peu près 1000 petits royaumes ou vassaux, si on peut dire, de l'empereur en Chine à l'époque. Et après ça, la deuxième période, c'est celle des royaumes combattants qui va de 450 avant Jésus-Christ à 221 avant Jésus-Christ. Cette période-là est caractérisée par une énorme concentration des États. Donc maintenant, on n'en a plus 1000, on en a 7. Et ils s'entretuent, bien entendu, dans des guerres constantes, d'où le nom de la période. Et donc, on voit vraiment une militarisation de la société, autour de l'État d'ailleurs, qui essaie de tout faire pour, évidemment, gagner ces guerres-là, mais aussi mobiliser sa paysannerie pour gagner. Et juste pour vous donner un indice, dans le 2e chapitre de l'art de la guerre, Sun Tzu part sur la prémisse que une armée conventionnelle, une armée normale, c'est 100 000 hommes. Pour ceux qui étudient le Moyen-Âge, vous savez que ça, c'est quand même beaucoup. Alors, on parle de standards qui seraient
plus proche soit de l'Antiquité romaine peut-être, ou plus probablement de l'époque moderne. Quand il dit 100 000 hommes, c'est 100 000 combattants. 100 000 on est d'accord. combattants, Parce que... 100 000 fantassins. Voilà, ce qui veut donc dire tout le bagage logistique qui vient avec. Oui, c'est plus des armées de la taille, par exemple, de ce qu'on va trouver avec Alexandre le Grand. Exact. Donc des armées qui sont vraiment qu'on peut atteindre avec cette idée que ces 7 royaumes ont fédéré énormément de petits royaumes, donc ont récupéré leur force militaire. Exactement. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à bien entendu, à cause de toute cette violence-là, c'est une période de questionnement moral. On se pose énormément de questions, on essaie de trouver des solutions à cette situation, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs courants philosophiques chinois qui sont très connus, comme le confucianisme, qui vont naître pendant cette période-là. Et d'une certaine manière, les stratèges font partie de ce groupe-là. Maintenant, pour aborder plus spécifiquement maintenant l'œuvre, pourquoi il est aussi connu, c'est avant tout parce qu'il commence où est-ce que généralement les manuels de stratégie occidentale vont terminer, vont terminer, c'est ça. Donc, dans le fond, ces manuels-là vont souvent parler de bataille, alors que lui, c'est toute la mise en place de la bataille ou du contexte préalable. Donc, il va avoir tous les enjeux de déception, de stratégie. Pour lui, la bataille, c'est beaucoup moins important que tout ce qui précède ce temps. En gros, les manuels européens, c'est surtout comment je dirige mes hommes sur le terrain. Est-ce que j'attaque par la droite, par la gauche, tout droit, avec des corps fractionnés. Ouais. Lui, c'est vraiment toute la préparation stratégique et la bataille n'est que le couronnement et la suite logique de tout ça. Ou même des fois, si on est capable d'éviter la bataille, ce qui est l'objectif ultime, on triomphe sans faire saigner le sang. Donc ça, c'est une des premières raisons pourquoi son apport continue à être important, parce qu'il n'est pas rattaché à des enjeux, mettons, technologiques. Aussi, l'autre raison, c'est que c'est un style qui est très compact et poétique. En fait, il y a beaucoup de comparaisons qui peuvent être faites avec le texte de Lao Tzu, qui est le texte des taoïstes. Donc, c'est un peu... c'est un texte très figuré, très compact, qui peut être à peu près interprété n'importe comment, même si, c'est mon point un peu aujourd'hui, ne l'interprétez pas n'importe comment. Et juste pour vous donner d'autres points, c'est que c'est aussi un texte qui est politique et moral. Donc, et Sun Tzu va opérer comment je peux dire ça, des motifs pour pouvoir faire ça. Donc, il va parler, par exemple, du mou triomphant sur le fort ou l'eau contre le feu. Le mensonge et la déception qui sont associés à la femme dans le yin et le yang sont préférables à la force. Donc, il y a vraiment toute une idée ici de non seulement il faut essayer d'éviter peut-être d'attaquer directement, mais aussi il y a aussi la primauté du civil sur le militaire d'une certaine manière. Donc, c'est toutes des idées qui sont encore d'actualité maintenant puis qui peuvent être interprétées de manière variée. Ouais. Et à quel point ça, c'est vraiment une rupture par rapport à avant, cette idée que le militaire finalement n'a pas la main dans la conduite de la guerre, mais n'est justement qu'un bras armé au service d'une politique. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment justement lors de la guerre, mais puis les Confuciens, etc., qui ont mis ça en place, parce qu'avant, la guerre était héroïque, donc elle appartenait à une classe sociale. Mais avec la désintégration de la dynastie des Zhou, ça l'a vraiment, comment je peux dire ça, il y a eu une opération qui s'est faite tout le long de leur règne, qui a mené à la consolidation du pouvoir civil, surtout pendant la période des royaumes combattants. Il y a une inversion en fait du rapport entre militaire et civil, le principe d'action revenant dorénavant en politique et non plus aux militaires. Exactement. Puis il y a vraiment, en fait, si on regarde les grands courants de l'époque, incluant Sun Tzu, on voit vraiment que le souverain a la primauté. Donc le politique prime sur le militaire. Donc, alors, puis juste pour, j'espère qu'il me reste beaucoup de temps, mais juste pour conclure, dans le fond, il me reste encore beaucoup de temps. Donc, je m'excuse, j'ai parlé plus vite que je pensais. Donc, ça mène généralement à plusieurs lectures actuellement. Donc, il y a la plus problématique que j'ai un peu esquissée tantôt dans ma préambule, c'est que les gens lisent ce texte-là n'importe comment. Puis là, moi, en tant qu'historien, je dis non, là, il y a des limites, ça ne s'applique pas à la diète. Je m'excuse, ou aux enfants, c'est même un petit peu particulier d'appliquer ça, je pense, aux enfants. Donc, il faut quand même toujours remettre une œuvre dans son contexte. Plus concrètement encore, peut-être je dirais, c'est que quand on fait une lecture actuelle de ce texte-là, souvent on va faire l'erreur ou comment je fais ça, on va
on va occulter certaines facettes qui étaient importantes à Sun Tzu, ou du moins à la tradition dans laquelle il s'inscrivait, surtout le caractère moral du texte. Donc en gros, on va faire un peu l'économie d'une lecture contextuelle. On va dire, c'est un texte, on va dire, c'est un peu un texte intemporel, un texte de la littérature mondiale, et du coup, je n'ai pas besoin de savoir anthropologiquement comment parlaient les métaphores qu'utilisaient les intellectuels chinois à cette époque. Exactement. Puis aussi, surtout, on va, je pense, mettons, aux économistes ou aux personnes en politique, ils vont vraiment mettre de côté la morale. Pourtant, quand on comprend vraiment dans quel contexte ce texte-là s'écrivait, on se rend compte que les stratèges essayaient de pallier à cette violence-là. On parle de centaines de milliers d'hommes qui s'affrontent, ils essaient de trouver des solutions au carnage. À leur manière, ils essaient pas de nier la guerre, mais ils essaient de trouver des solutions. Alors, ça, c'est vraiment important de remettre ça un peu en contexte, de dire c'est un texte moral et, par exemple, Sun Tzu va proposer des hiérarchisations dans l'usage de la force ou dans les stratégies qu'il propose d'adopter. Donc ça, c'est probablement le plus gros problème. Puis d'ailleurs, c'est pas seulement les gens, comment je peux dire ça, sur Internet qui font peut-être cette erreur-là, mais carrément l'armée chinoise elle-même, l'armée chinoise continentale, précisons-le, a une lecture amorale lors de la guerre. Puis ça peut mener selon moi, à des dérives. Je pourrais dire un autre point qui est important, c'est que lors de la guerre, c'est vraiment un texte qui est associé à la culture chinoise. Quand les gens quand tu leur demandes de nommer un texte chinois, ils vont le nommer bien avant, selon moi, Confucius, ou les Analectes de Confucius, ou n'importe quel texte. Peut-être Mao, le livre rouge, peut-être, quoique ce livre-là est rouge en passant. À part peut-être le livre de Mao, c'est probablement le plus connu, je pense. Alors, les gens font beaucoup cette association-là entre le texte et la culture chinoise. Alors, je pense qu'il faut traiter ce texte-là avec une certaine prudence. Oui, c'est comme par exemple dire que toute la culture grecque antique se résume à Homère, exact. Ou dire ou à Platon, par exemple. C'est une part importante, mais il y a eu des choses avant et des choses après qu'il faut pas oublier. Exact. Puis en fait, c'est là où est-ce qu'on arrive au point où est-ce que il faut pas essentialiser ce livre-là. Donc, ce livre-là n'est pas une représentation de la culture chinoise. C'est un livre qui a été écrit dans un contexte très spécifique, marqué par une violence extrême, mais aussi un questionnement philosophique extrême, qui explique à quel point il est fécond, il est intéressant. Et aussi, c'est aussi un texte qui n'est pas pacifique. Et ça, c'est important parce que c'est une des caractéristiques qu'on attribue généralement à la culture chinoise impériale, mais des fois encore même contemporaine, c'est qu'elle serait pacifique, qu'elle aurait été moins prompte à la violence que l'Occident. Et souvent, on va citer cet exemple-là, on va dire d'essayer de triompher sans la bataille, c'est donc bien pacifique. Non, ça évite certaines formes d'effusion de sang, mais lors de la guerre, c'est quand même un manuel de guerre. Donc, il n'y a pas une volonté de nier la guerre comme pratique, ce que par exemple les taoïstes font. Et ça, c'est important aussi parce que c'est vraiment une dérive que certaines personnes vont dans cette direction. Ils disent, regardez la culture chinoise ou la Chine classique, elle était donc bien pacifique. Non, elle n'était pas pacifique. C'est que l'empereur était tellement puissant qu'il n'y avait aucune égalité autour de lui, que tu peux pas faire la guerre contre quelqu'un qui est ton inférieur. Donc, tu peux seulement le punir. Elle n'était pas pacifique, elle était pacifiée, en fait. Oui, exactement. Et en Chine, il faut moins regarder la guerre qu'il faut plus regarder la répression. Il faut plus regarder la punition, les expéditions punitives. Et c'est sous cette forme-là que la tradition chinoise, ou du moins pendant l'Empire, la violence prend plus cette forme-là. Alors qu'en Occident, c'est fragmenté, donc il y a plus des conflits généralisés. Sachant en plus, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dynasties chinoises qui se succèdent. Il y a l'arrivée des Mongols avec les Yuan à partir du 12e, 13e siècle, puis après les Ming qui reviennent à partir du 15e. Chaque transition vient avec son lot de violence, puis des fois c'est extrême, donc c'est vraiment particulier parce que souvent les gens vont se servir de cet ouvrage-là dans deux directions. Soit la Chine, la tradition chinoise, elle est pacifique, ou au contraire, voici un exemple de leur capacité militaire. Donc c'est vraiment très particulier. En fait, ça revient à dire que la Chine, comme toute civilisation, est une civilisation complexe. Exactement. Et du coup, certes, avoir des idées générales, c'est bien pour s'orienter, mais toujours essayer de garder en tête que cette phrase un peu de l'historien, oui, mais c'est plus compliqué. Exactement, surtout, ça a été écrit il y a 2500 ans.
faut quand même faire attention avec les parallèles actuels. Il y a eu 2-3 choses qui sont passées entre-temps. Exactement. Ouais. Eh ben, je te remercie, Daniel, pour cette chronique, d'être revenu la refaire au micro d'Histoire de passer le temps. Je vais me tourner vers Julien et lui demander, Julien, où est-ce que tu nous emmènes? Je vous emmène du côté de Samia, qui va nous chanter la chanson Does Not Heal. After I cut up my thigh climbing over that fence with you, brave and unnatural, already shrouded in reds and blues. I was so scared I had tetanus, I checked on it every night. Purple and yellow, the pregnable skin was so coarse and tight. And now it does not heal. No, it does not heal. You hope I'm blind, but I give you big what and say it again. Flipping your head, trying to hide behind hair that is not grown yet. I will stand in for an older me if you say I trust you. Give me your hand, gonna bite off however much I can chew. And I hope you do not de retour à Histoire de passer le temps. Et maintenant, nous accueillons en studio Jonathan. Jonathan, tu viens nous parler de la suite de ton mémoire de la communauté irlandaise. Exactement. À Montréal au 19e siècle. Oui. C'est à toi. Très bien dit, Elliot. Bonjour à tous. Dans la continuité de ma première chronique le mois dernier, je vais aborder aujourd'hui les Irlandais de Montréal, mais d'une façon différente, donc un peu plus biographique si on veut. On va survoler quelques histoires de vie qui nous permettent d'en apprendre plus sur cette communauté. Donc, comme je l'ai dit dans ma chronique précédente, en étudiant d'abord la célébration du mariage à Montréal au début du 19e siècle, une pratique qu'on le sait à ce moment-là, 99% des gens environ pratiquaient le mariage à cette époque. Donc, c'est très répandu. On voit que les Irlandais se marient en grand nombre assez tôt au 19e siècle, ce qui était un pan de l'histoire des Irlandais à Montréal qui était un peu moins connu. Donc, je me suis penché là-dessus. On sait que les Irlandais sont venus travailler sur les chantiers de construction, mais on sait moins que certains voulaient s'établir à Montréal à ce moment-là. Donc, je rappelle aussi qu'on pense que la communauté irlandaise se forge dans les années 1840 et 1850 et après, évidemment. Mais certains indices nous laissent penser que plusieurs Irlandais s'enracinent clairement à Montréal un peu plus tôt. Donc, il y a des historiens comme moi qui travaillent là-dessus en ce moment. Oui, tu nous avais parlé notamment des premières arrivées dans les années 1815-1820. Exactement. Et le lien qu'il y avait avec tout le mouvement de bienfaisance, de création des nouveaux hôpitaux à Montréal, qui était en partie dirigé
vers cette communauté. Exactement. Donc, il y a une grande immigration qui se passe à ce moment-là. Les historiens se penchent de plus en plus sur ce pan de l'histoire de Montréal. Donc, si on pense au mariage, on pense aux familles. Donc, si on se marie, c'est pour fonder une famille. Mais puisqu'on sait qu'à ce moment-là, les populations bougent beaucoup. Donc, c'est à Montréal, ça bouge énormément. On pense au début du capitalisme à ce moment-là. On devine que beaucoup de familles doivent se déplacer, surtout si le mari est journalier. Donc, ce qui est le cas de beaucoup d'Irlandais. J'étais curieux de savoir si le mariage permet que certains puissent demeurer dans la ville plus longtemps. Donc, est-ce que c'est un symbole d'enracinement? Du coup, ces mouvements sont dus à quoi? À l'apparition des usines, au travail? Exactement, oui. Davantage de travail journalier. Donc, on va engager simplement quelqu'un pour travailler sur un chantier. Après, il peut continuer ailleurs sur un autre chantier. Donc, il n'y a plus vraiment de spécialisation. C'est vraiment il est payé vraiment à la tâche, en fait, au jour le jour. Exactement. Donc, ça cause beaucoup de pauvreté. Les Irlandais vont se révolter beaucoup aussi dans les années futures, 1820-1830. Donc, je me suis donc penché, moi, sur l'après-mariage. Qu'est-ce qui se passe avec ces couples-là après? Donc, pas la nuit de noces, là, évidemment, on n'ira pas là, mais on va être plus loin dans le temps. Donc, on va poser la question, est-ce que les couples irlandais donnent naissance à des enfants à Montréal? J'ai donc pris tous les couples irlandais qui sont mariés à la paroisse Notre-Dame de Montréal entre 1800 et 1825. Donc, j'ai un total de 211 couples. J'ai voulu voir le parcours de vie de ces couples-là. Donc, pour y arriver, j'ai épluché les registres de baptême de la paroisse Notre-Dame de Montréal, mais aussi ceux des paroisses très proches de Montréal, qui vont commencer à poindre à ce moment-là aussi. Donc, on y reviendra un peu plus tard. D'abord, je veux juste mentionner que on perd de vue beaucoup de couples, en fait. Donc, 28% des couples, après le mariage, on n'a pas d'idée dans quel secteur ils se trouvent. Donc, j'ai fouillé aussi du côté anglican, donc à la paroisse Christ Church à Montréal, pour espérer retrouver ces couples-là, mais sans succès. Donc, il est fort possible que certains se marient à Montréal, comme je disais tantôt, et quittent assez rapidement la ville pour aller travailler ailleurs, donc surtout si le mari est journalier. Donc, certaines familles vont aussi choisir les campagnes bas canadiennes. Donc, on retrace des couples irlandais qui se marient à Montréal, mais qui se retrouvent soudainement dans une autre paroisse, donc un an après. C'est la région de la Montérégie qui retient le plus de couples irlandais, donc on en retrouve à Napierville, à Saint-Constant et à Saint-Jean-sur-Richelieu en grand nombre. Ce qui te permet de les tracer, c'est vraiment de regarder dans les registres de baptême. C'est pas encore l'État qui enregistre les naissances à ce moment-là, c'est toujours les églises. Exactement, les églises, les sulpiciens qui vont noter chaque célébration, chaque baptême, chaque sépulture. Donc, on voit aussi des couples irlandais qui s'établissent dans les Laurentides et dans les Outaouais, mais en moins grand nombre. Donc, il y a une possible explication à ça, c'est que certains époux se disent agriculteurs. Donc, il est fort probable que ceux-ci s'établissent sur une terre encore disponible dans ces régions rurales, non loin de Montréal, après le mariage. Donc, il faut dire que ces régions-là ne sont pas très développées au début du 19e siècle. Il y a aussi des histoires plus complexes, comme celle de la famille de Martin Bow et de sa femme Mary Dalton. Ils ont d'abord un enfant à Montréal. Ensuite, ils font enregistrer le baptême de leur deuxième enfant dans la paroisse de Saint-Athanas de Bleury, sur la rive sud de Montréal. Donc, ensuite, ils reviennent à Montréal faire baptiser leur troisième enfant. Donc, il y a beaucoup de couples comme ça qui vont faire des allers-retours. C'est même pas rare de voir d'autres couples qui ont des parcours semblables. Donc, il y a des liens entre les villes et les régions à ce moment-là. Donc, mon hypothèse, c'est qu'on va selon la demande de travail. Donc, il y a aussi des familles qui vont rester sur le long terme. Donc, ça aussi, c'est pas très concluant, mais certaines familles se tirent bien d'affaires quand même à Montréal sur le long terme. Donc, sur les 211 couples, comme je mentionnais plus tôt, seulement 44 vont faire baptiser 2 enfants ou plus à la paroisse Notre-Dame de Montréal. Donc, c'est un total de 21%. C'est pas énorme, mais bon, on va tout de même s'attarder au profil de ces quelques familles. D'abord, il y a une famille qui sort du lot par son parcours assez impressionnant. C'est la famille de Francis Mullins et de Rosa Anna Connolly. Il faut dire que Connolly, lors de son mariage, ne mentionne pas ses racines irlandaises au prêtre. Ça, il faut le noter. Elle dit seulement qu'elle vient de Montréal, contrairement à son mari, Francis Mullins, qui lui, clairement, dit qu'il est un Irlandais. Le couple se marie en 1824 et pas moins de 7 enfants ensemble. Sur ces 7 enfants, 3 vont même se marier plus tard à Montréal. Donc là, on assiste vraiment à un développement d'une grande famille irlando-montréalaise, si on veut. En compilant les informations au fil de ma recherche, on voit que la famille gravit même les échelons de plus en plus de la société. Donc, si Mullins, en 1824, déclare que c'est un pourvoyeur sur un steamboat, donc j'imagine qu'il ramassait l'argent des gens qui voulaient essayer le nouveau bateau vapeur,
Il déclare par la suite, lors du baptême de ses enfants, qu'il est soit bourgeois, marchand, charpentier et même négociant. Donc bref, c'est un homme à tout faire ici. On peut aussi penser que pendant ce temps, Mullins multiplie les contacts dans la ville. Donc en approfondissant les recherches, nous l'avons même retrouvé comme membre de la Société Saint-Patrick de Montréal. Donc, Mullins s'implique donc dans la société et n'hésite pas à défendre les intérêts des Irlandais catholiques, et ce, dès les années 1830. D'où le fait qu'il soit dans la congrégation de Saint-Patrick, qui est le saint patron des Irlandais par excellence. Oui, exactement, qui est fondé en 1832 d'ailleurs par des Irlandais catholiques. Donc, on voit qu'il y a un développement là, déjà dans les années 20 et 30 du côté des Irlandais. Dans les années 1850, il devient même Sieur Mullins, donc rien de moins. Sa femme devient Dame Connolly, donc c'est assez impressionnant. On sait aussi que 2 des filles du couple Mullins-Connolly vont marier à des médecins plus tard au 19e siècle. Donc, parmi toute cette grande famille-là, on retrouve aussi l'homme politique assez controversé et un des pères de la Confédération canadienne, Thomas D'Arcy McGee. Lui-même sera nommé parrain d'un des petits-fils de Mullins et Connolly en 1857. Donc, c'est important, je pense, de rappeler le parcours de ce coloré personnage. D'Arcy McGee, qui milite dans sa jeunesse pour l'indépendance de l'Irlande, mais lorsqu'il va faire un voyage aux États-Unis, il change complètement d'idéologie politique. Donc, il se rend ensuite à Montréal en 1857. Il devient un des premiers nationalistes canadiens. Il souhaite que les Irlandais catholiques de Montréal s'enlignent avec les Britanniques pour former un Canada uni. Donc, il se rend probablement à Montréal car il sait fort bien que la communauté irlandaise catholique est bien enracinée dans cette ville, grâce notamment à des couples comme Mullins et Connolly. Oui, qui eux sont très bien intégrés, ont eu une ascension sociale, commencent à avoir une sociabilité de plus en plus étendue et qui évolue vers une sociabilité plus bourgeoise, en fait, plus économiquement aisée. Exactement, donc... Oui, excusez. Oui, donc il y a une ascension sociale et on peut spéculer en fait sur la nature de ces liens-là entre McGee et Mullins et Connolly. D'ailleurs, des recherches seraient intéressantes pour arriver à ça. Donc, le coloré personnage meurt en 1868 à Ottawa, tué par Patrick Whelan, un partisan des Fenians, qui est une organisation politique vouée à la promotion de l'indépendance de l'Irlande. Donc, tout un parcours pour D'Arcy McGee. Néanmoins, son histoire montre bien les tensions entre les Irlandais catholiques et les Britanniques, même à Montréal. Donc, si on revient à nos familles irlandaises, on remarque qu'elles n'ont pas toutes, évidemment, un parcours comme ça. Tout de même, certaines familles ont des parcours intéressants. C'est le cas de Peter Dunn et de son épouse Elizabeth Middleton, qui se marient en 1823. Ce couple-là aura 4 enfants à Montréal, alors que l'une de leurs filles épouse un commis de Détroit en 1850. Donc, tout ça pour dire que les communautés irlandaises se créent non seulement à Montréal, mais à Détroit, à Ottawa, partout en Amérique. Donc, il y a des liens qui sont créés, même si le territoire les sépare. Oui, c'est une diaspora qui garde en fait des liens, c'est peut-être des familles ou des clans, des amis qui se connaissaient de l'Irlande et qui du coup gardent des liens à travers tout le continent en fait. Oui, exactement. Puis c'est très intéressant justement de rappeler ça, qu'il y avait des liens, outre le fait que le territoire était plus large. Donc, il y a certaines caractéristiques aussi qui ressortent du lot quand on pense à ces familles-là. Les époux changent régulièrement d'occupation. Donc, au fil du temps, on prend l'exemple de Bernard Barker qui se marie avec Anne McGillis en 1822. Au mariage, il déclare qu'il est cultivateur, mais lors des baptêmes de ses enfants, il dit qu'il est soit marchand ou épicier. Donc, possiblement une autre ascension sociale ici. Même chose avec Michel Deegan qui, lui, affirme être laboureur et tonnelier. Donc, un autre fait intéressant, c'est que les journaliers ne semblent pas demeurer longtemps à Montréal. Donc, ça, c'est une autre... ça vient confirmer notre hypothèse au départ. Ce sont les époux qui ont des métiers qui demeurent plus longuement à Montréal. Donc, sûrement que les gens de métier ont plus d'opportunités de réussite. Mais c'est sûr que c'est du cas par cas quand même. Certains vont comme je vais le démontrer, certains vont miser sur la taille de la famille aussi. Si plus ta famille est importante, plus tes ressources sont grandes. Donc, c'est le cas de Henry Ferns et Margaret Whitty. Ces deux-là restent en Irlande, mais envoient leurs 2 filles et 3 fils à Montréal dans les années 1820. Donc, Henry Jr., Margaret, John, Edward et Anne vont tous se marier à Montréal et s'établissent dans le monde des affaires.
Dans le cas de Henry Jr., il se déclare colporteur tandis que John et Edward sont épiciers. Donc, on a le droit ici à une autre famille de marchands qui vont réussir à rester à Montréal durant de longues années. Il y a aussi une famille qui va s'appuyer sur la nomination des parrains et des marraines comme façon de demeurer à Montréal et de grossir leurs liens. Donc, pour illustrer ce type de cas, John Gleason et Jane Gibson est un cas très intéressant. Les deux se marient en 1823, ils auront 5 enfants. Puis, Gleason va nommer son frère comme parrain et il va nommer le frère de Mary Curran comme parrain aussi. Donc, on a le droit à un clan assez solide. Et il y a aussi le cas de Patrick Brennan qui est intéressant. Lui, Brennan va être le parrain de 6 enfants de couples différents. Donc, on peut penser que c'est un homme assez important dans la communauté naissante chez les Irlandais. Donc, un dernier point sera celui de l'intégration des Canadiens français à ce réseau-là. Donc, la question qui, moi, au départ, m'intéressait aussi, c'était de savoir est-ce que les Canadiens français réussissent à pénétrer cette communauté-là naissante. Donc, c'est peu concluant. Donc, on a juste retrouvé 15 Canadiens français comme parrains et 24 Canadiennes françaises comme marraines, mais on parle évidemment du début du 19e siècle, alors que les Irlandais viennent tout juste d'arriver. Oui, donc le moment où c'est plus le fait qu'ils soient tous les deux catholiques, qui font deux communautés catholiques qui se rapprochent, et avec le temps, elles vont se séparer, ou tout du moins ne pas fusionner plus avant. Exactement. Par manque, pour des raisons que tu Exactement. cherches. Donc, ces petites histoires de famille nous ont permis de découvrir des pans insoupçonnés de la communauté irlandaise de Montréal. Ce que je veux aussi souligner, puis c'est très important de le souligner, c'est que ces gens ne sont pas toujours des pauvres Irlandais comme on tend à le prétendre. Donc, c'est pas seulement des victimes. Donc, une bonne partie des Irlandais qui arrivent à Montréal sont déterminés à prendre leur place dans la ville. En approfondissant nos recherches, nous voyons que certains d'entre eux réussissent à prendre le dessus et arrivent à développer un sentiment d'appartenance à Montréal. Donc, en créant de forts liens familiaux, les Irlandais ont été capables de former une communauté ayant de solides bases et qui, encore aujourd'hui, lui permet d'être florissante. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette chronique qui nous a appris énormément sur cette communauté irlandaise de Montréal. Merci. On va partir en musique. Julien, qu'est-ce que tu nous proposes ? Je vous propose d'écouter Les Alentours par l'artiste Taille. Avant on était là, j'aimais nos hasards, je figeais à tous tes départs. Les métros défilaient, tu filais de plus en plus souvent. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Je sens nos voix qui se frôlent, j'oublie que tu joues un rôle comme le reste du monde. Mais sans toi, ma vie est longue. Avant t'aimais ça quand je t'écrivais tard, je pensais à tes regards. Et puis tu m'envoyais toujours des photos. Colle-moi pour avoir un peu plus de place. Maintenant je finis mon vin cheap et mon verre se vide trop vite. Et je perds l'équilibre dans mon lit vide de toi. Est-ce que tu vois tout paysage qui nous entoure? Promets-moi de rester dans les alentours. Promets-moi de rester dans les alentours. Est-ce que tu vois tout paysage qui nous entoure? Promets-moi de rester dans les alentours. Promets-moi de rester dans les alentours. Alors que ton mélangeait mes doigts, je me répétais tout bas. Ce serait bien que tu me répondes au moins une seule fois. Je vis l'amour des feintes et je redeviens dingue. Tu me demandes si c'est mieux de t'éloigner un peu. Le visage se crispe, je ne peux plus prendre de risques. Est-ce que tu vois tout paysage qui nous entoure? Promets-moi de rester dans les alentours. Promets-moi de rester dans les alentours. Est-ce que tu vois tout paysage qui nous entoure? Promets-moi de rester dans les alentours. Promets-moi de rester dans les alentours. Est-ce que tu vois tout paysage qui nous entoure? Promets-moi de rester dans les alentours. Promets-moi de rester dans les alentours.
Et de retour dans cette troisième partie de Histoire de passer le temps avec Amélie Barsalou qui nous revient derrière le micro après une longue absence. Ouais. Et qui va nous parler des femmes dans la Révolution russe de 1917. Exactement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes qui ont fait la révolution en Russie en cette journée de novembre. Parce que Eliot, qui dit novembre, dit... Révolution d'octobre. Et voilà. Donc oui, parce que en réalité, les événements se sont passés en novembre dans le calendrier georgien, celui qu'on utilise aujourd'hui, mais en octobre dans le calendrier julien, celui que les Russes utilisaient à l'époque. Bref, une collègue me disait plus tôt cette semaine que dans ses cours concernant la Révolution russe au secondaire, pas un piètre nom de femme ne fut nommé. Donc, celles et ceux qui me connaissent bien savent que c'est mon sujet de prédilection. Alors, pour remédier à la situation, je vais vous faire un petit portrait des femmes révolutionnaires russes, et ce, bien avant 1917. Donc, il faut savoir que les expériences de vie des femmes dans l'Empire russe avant la Révolution étaient très diverses dues à son territoire étendu et au fait qu'il avait plus d'une centaine de groupes ethniques sur son sol. C'est un truc qu'on oublie très souvent en Russie, c'est que c'est une fédération déjà, et que c'est comme tu l'as dit à la taille, c'est énormément de populations différentes, des Yakoutes aux Slaves, en passant par les Géorgiens. Ce sont des populations qui ont des traditions, des cultures, des modes de vie très différents. Exactement. Donc, des expériences de vie différentes aussi. Donc, l'industrialisation, elle avait pris un retard considérable comparé aux autres pays occidentaux en Russie. Donc, la défaite de la Russie dans la guerre de Crimée en 1856, en partie due à ces retards, pressant encore plus l'industrialisation du pays par la suite. Donc, vers la fin du 19e siècle, les paysans ont commencé à émigrer en grand nombre vers les villes pour travailler dans les usines ou dans le service domestique. Donc, bien que leurs conditions de travail étaient effroyables, c'était vraiment la première fois que de nombreuses femmes étaient indépendantes des traditions. Donc, les traditions étant celles d'être mère au foyer. Donc, dans les années 1860 et 70, un certain nombre de femmes ont rejoint le mouvement révolutionnaire populiste appelé les Narodniks. Donc, Yekaterina Breshkovsky, surnommée la babouchka de la Révolution, est une figure très importante dans ce mouvement. On rappelle que babouchka, ça veut dire grand-mère. Voilà, babouchka, ça veut dire grand-mère parce que en 1917, elle était là disons, dans plusieurs congrès et elle était rendue très vieille à ce moment-là. Donc, dans les années 1860-70, elle voulait créer des écoles et éclairer le peuple, mais tout ça en s'opposant massivement au régime tsariste. Donc, elle fut considérée comme traître du pays et devint, par ailleurs, la première femme prisonnière politique en Russie et fut exilée en Sibérie pour plusieurs années. Mais attention, elle revint pour les deux révolutions à venir en 1905 et 1917. Donc, sinon, l'engagement révolutionnaire des femmes se tourne vers l'activité terroriste. Le groupe La Volonté du Peuple, dont faisaient partie Sofia Perovskaya et Vera Zasulich, voulait faire plier le gouvernement tsariste. Ce groupe décide d'assassiner un certain nombre de gouverneurs, de généraux et de membres de la police. Et là, je vais vous conter deux grands événements qui se sont passés avec ces femmes. Donc, en 1879, Vera Zasulich attaqua avec un revolver le général très haut gradé Trepov à Saint-Pétersbourg. Et elle fut arrêtée, mais après un long procès qui fut diffusé un peu partout dans le pays, elle fut acquittée du fait qu'elle était une pauvre femme ayant agi sous l'effet d'influence de méchants criminels. Dans le fond, qu'elle n'avait pas agi sous les ordres de son cœur de femme passive. On lui retire toute agentivité parce que c'est une femme, donc forcément ce n'est pas possible qu'elle ait, pour les gens de l'époque, une opinion politique et un désir d'agir et de changement. Exactement. On peut même lire, je ne me rappelle pas du nom du livre, mais de Ivan Tourguenieff, il a écrit un conte ou une nouvelle sur cette femme. Donc, comme quoi ça pouvait avoir quelques avantages d'être une femme terroriste dans un procès à l'époque. Mais ce passe-droit ne fut qu'un feu de paille parce qu'en 1881, Sofia Perovskaya a tenté d'assassiner le tsar II et a réussi, parce qu'il succomba quelques jours plus tard.
Donc, Perovskaya fut pendue un mois plus tard avec ses complices. Donc, par la suite, dans les villes des années 1880, le salaire des ouvrières est en moyenne inférieur de 50% à celui des hommes. Dans les usines, elles vont travailler généralement 14 heures par jour. Puis, les vendeuses et les commis des magasins ont des journées d'environ 16 à 18 heures. Il faut savoir que dans l'Empire russe, aucun syndicat n'était permis. Donc, pour les femmes enceintes, c'était encore plus pénible parce qu'elles mettaient vraiment leur vie en danger en continuant à travailler. Donc, selon certaines estimations, il y a 75% des femmes qui travaillaient jusqu'aux premières contractions et elles doivent reprendre le poste dès le lendemain de l'accouchement sous peine de licenciement ou d'amende. Donc, en 1896, une première vague de grève fut déclenchée dans l'industrie du textile avec une grande mobilisation de femmes pour réduire, de un, les heures de travail, exiger une augmentation de salaire et demander des jours de congé après un accouchement, ce qui est, selon moi, très raisonnable, mais malheureusement, elles n'ont pas obtenu vraiment beaucoup de résultats. Et à ce moment, les mouvements comme ça de grève en Russie, est-ce qu'ils ont déjà des liens avec tout ce qui s'est mis en place quelques décennies plus tôt, plus à l'ouest, l'international, ces choses-là Un peu. Il commence à avoir certaines relations là, avec des personnes, justement, à l'ouest qui préconisent le socialisme. J'y arrive, en fait. Donc, on va se transporter en 1904, en pleine guerre russo-japonaise, où les ouvriers et les ouvrières commencent à s'insurger contre le régime en organisant de nombreuses grèves et des mutineries pour appuyer leurs revendications devenues politiques, en fait. Et plusieurs femmes y participèrent activement. Donc, il y a eu des émeutes menées par des femmes dans des campagnes. Puis, celles-ci tentaient de chasser les armées dans les villages avec des balais, des râteaux et, attention, avec des fourchettes. Vous vous doutez bien qu'avec aussi peu d'équipement, elles furent arrêtées très facilement. En janvier 1905, les ouvriers et les ouvrières de Saint-Pétersbourg ont entrepris une marche pour faire part de leurs revendications au tsar, et l'armée tira sur les manifestants et les manifestantes. Puis ce massacre du Dimanche rouge va provoquer l'indignation générale dans le pays, puis ça va mener à des vagues de grève politique qui va se soulever un peu partout. Puis, pour la première fois, en fait, suite à ça, il va y avoir des rencontres sur le droit des femmes qui vont se tenir dans les plus grandes villes là, de la Russie, de l'Empire russe, comme à Moscou, Saint-Pétersbourg, Minsk, puis à Odessa, qui est maintenant en Ukraine. Les idéaux socialistes prennent de l'ampleur de plus en plus dans les milieux militants féminins, et je vais citer Nadezhda Krupskaya à ce sujet. Et elle dit « Seule la victoire complète des travailleurs en lutte pour remplacer l'ordre actuel par le socialisme pourra complètement libérer les femmes. » Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que selon les femmes socialistes, l'émancipation réelle des femmes pourra jamais être possible sous le joug du capitalisme. Donc, ça va mener vraiment l'émancipation des femmes, en fait, sous le socialisme. Ça va être vraiment ce slogan-là ou cette idée-là qui va les suivre. C'est quelque chose qui est déjà présent dans les pensées socialistes et anarchistes depuis les années à peu près 1830-1840. Ouais. Cette idée que la libération des femmes passe par la mise à bas d'un système qui est fondamentalement inégalitaire dans les relations hommes-femmes. Exactement. On le voit encore aujourd'hui dans le marxisme-féminisme ou le féminisme-marxisme. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, entre 1912 et 1917, il va y avoir encore plus de grèves dans les usines, ça va se succéder. Et on va arriver en février 1917, après plusieurs mois de bataille pendant la Première Guerre mondiale, parce que la Russie faisait partie, se battait pendant la Première Guerre mondiale. Il va y avoir une union de femmes qui va organiser une manifestation dans les rues de Saint-Pétersbourg, puis que ça va rejoindre à peu près 40 000 femmes. Et elles vont réclamer du pain, le retour de leur mari parti au front, la paix et la République. Puis, à la suite de la révolution de 1917, il faut savoir qu'il y a eu vraiment beaucoup de manifestations, puis ça va se multiplier vraiment, puis ça va aboutir à la chute de l'Empire tsariste. Il faut rappeler qu'en plus, toute la révolution, on parle de la révolution d'octobre parce que c'est là où
où en fait ça se conclut, mais de février à octobre, c'est quasiment ininterrompu, une colère qui monte dans toutes les strates de la société qui ne sont pas la noblesse tsariste. Oui, exactement. Puis là, on va arriver après 1917 et les femmes dans le fond, vont avoir beaucoup plus de place dans l'Union soviétique. Donc, il va y avoir un bureau des femmes qui va être appelé le Zen Hotel, qui a été créé par Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya, puis Inessa Armand. Puis le but, en fait, c'était de diffuser la propagande socialiste parmi les femmes de la classe ouvrière, mais aussi de les impliquer et de les éduquer sur le processus révolutionnaire. D'ailleurs, Alexandra Kollontai a été nommée commissaire du peuple à l'assistance publique, faisant d'elle la première femme au monde occupant la position de ministre. En 1918, il y a un nouveau code de la famille qui a été ratifié, puis ça a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'importance aux femmes par rapport à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie. Il y a un congrès qui va être organisé, en fait, dans les milieux ouvriers pour les femmes pour discuter de leurs conditions de travail. Puis les mesures concernant la maternité étaient vraiment importantes, en fait, à ce moment-là. Donc, on va instaurer un congé maternité de 8 semaines pour les femmes, des garderies à même les usines, puis des pauses pour l'allaitement lorsqu'elles travaillent. Ensuite de ça, pour la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent, les heures supplémentaires et le travail de nuit, ça a été interdit. Et l'avortement a été légalisé en 1920. Et ce que j'aime le plus, c'est que pendant ces années-là, on va accorder couramment aux travailleuses quelques jours de repos sous forme de congé menstruel. Donc, si mon ami François Legault nous écoute actuellement, j'aimerais bien qu'il songe à cette mesure. Merci. Ensuite, ceci étant dit, il faut savoir que toutes ces mesures n'ont pas toujours été bien reçues à travers le pays. Puis, parce que dans le fond, la société russe, elle a été imprégnée de plusieurs préjugés anti-femmes assez présents. Puis, selon les dirigeants du Zen Hotel, un travail important allait s'imposer pour apprendre aux hommes à considérer les femmes ouvrières comme leur égal. Il faut se rappeler que la société russe, en fait, passe quasiment instantanément d'une énorme société agraire à une société industrielle en l'espace de quelques années, parce que si on suit les raisonnements de Marx, c'est normalement l'Angleterre qui aurait dû se rebeller sous la direction du prolétariat, d'usine, mais en fait, ça s'est passé en Russie, ce qui a surpris tout le monde, les Russes eux-mêmes dans un premier temps. Oui, exactement. Puis on se rappelle que l'abolition du servage en Russie, ça date de 1861. Donc, ça faisait pas si longtemps que ça s'était fait. Puis, dans le fond, comme vous l'aviez compris, là, cette euphorie entourant l'émancipation des femmes suite à la Révolution a été de courte durée. Quand Staline a pris le pouvoir quelques années plus tard, il va redonner la priorité à la famille traditionnelle. Puis, les femmes, dans le fond, ils devaient représenter les grandes mères travailleuses de la patrie, puis de bonnes épouses. Et il va interdire l'avortement à nouveau en 1936. Puis dans le fond, j'aimerais bien conclure en disant que néanmoins, il en ressort que de nombreuses femmes se sont engagées dans la construction d'une société nouvelle qui pouvait leur correspondre en fait. Puis elles se sont données corps et âme pour déstabiliser l'ordre établi, contester leur rôle traditionnel, etc., etc. Puis dans le fond, du fait que aujourd'hui, ce que je voulais avancer, c'est du fait que les textes historiques soient majoritairement androcentriques. Il m'a paru vraiment important aujourd'hui, 103 ans après la Révolution, de souligner les contributions des femmes révolutionnaires dans leur rôle de militantes et de responsables politiques. Voilà. Merci beaucoup Amélie. On rappellera que, en effet, l'image de la femme socialiste sera utilisée par la propagande soviétique jusqu'à la fin de la guerre froide, mais sera souvent en décalage avec la réalité sur le terrain de ce retour à la famille aux structures plus traditionnelles à partir de Staline, comme tu l'as fait remarquer. Exactement. Je remercie toutes nos chroniqueurs et nos chroniqueuses qui ont participé à cette émission. Je rappelle Daniel Lemire, Jonathan Duchesne, Amélie Barsalou. Je remercie bien sûr Julien Lehoux à la régie pour ses choix musicaux et son professionnalisme. Si jamais les différentes chroniques vous ont intéressé aujourd'hui, quelques petites suggestions pour creuser des sujets connexes ou les aires culturelles adjacentes. Si la chronique de Daniel Lemire sur l'art de la guerre vous a intéressé, je vous conseillerais la chronique de Valérie Beaulieu-Paquette sur le système d'examen impériaux en Chine, le Keiju, du 8 décembre 2017, sur justement le fonctionnement et le recrutement au sein du système administratif impérial chinois. Si la chronique de Jonathan vous a intéressé, je vous conseillerais
la chronique sur la grande famine irlandaise de 1845 de Mathieu Cordeau du 12 mai 2017 pour avoir une idée d'une des causes qui a poussé à cette immigration irlandaise. Et enfin, si la chronique d'Amélie vous a intéressé, je vous renverrai à la chronique d'Edith Champagne du 8 juin 2018 sur les soldats de la Première Guerre mondiale, 2 portraits de soldats russes sur le front jusqu'en 1917. Vous pouvez retrouver Histoire de passer le temps sur les plateformes de balado-diffusion classiques, Apple, Spotify, Choc.ca bien évidemment, et sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.